Barcelone, le 13e jour de l'an de grâce 1072, après notre Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Demain, dès l'aube, je partirai vers le sud, verser mon sang pour la Sainte Croisade contre les infidèles. Je sais que je ne reviendrai pas. Aussi, avant de me présenter devant Dieu, je me dois de confesser mes péchés et de soulager ma conscience. Mes plus vieux souvenirs datent de mes 3 ou 4 ans. Mon père et sa grand-mère Hermesande régnaient ensemble sur le comté. Ma mère, elle, les laissait faire. Elle s'occupait de moi. Je crois même qu'elle m'appelait mon prince. C'est ce que j'aurais dû devenir. L'héritier du trône de Barcelone, Ramon Berenguer II. Mais mon destin ne fut pas celui d'un roi. Tout a commencé lorsque ma mère est morte. À ce moment précis, j'ai tout de suite compris que plus rien ne serait comme avant. Désormais, j'étais seul. Je sais qui tu es. Tu es Pere Ramon, le fils de Berenguer Ier, comte de Barcelone. C'est toi qui as disparu sur la frontière à l'Andalouse en combattant les Sarrasins. Rapidement, mon père s'est remarié avec une femme futile et malléable, manipulée par Hermesande. Hermesande de Carcassonne, la grand-mère de Berenguer. Elle avait déjà régné avec son fils. Et c'était maintenant au tour de son petit-fils de composer avec elle. Mes journées étaient partagées entre mon éducation, confiée à un précepteur, et quelques brefs moments avec mon père. Un soir, alors que nous étions tous les deux, il me confia qu'il était un seigneur chrétien, que sa mission sur terre était de combattre contre les hérétiques. Il me dit aussi que j'étais son fils, et qu'après lui, je serais seigneur à mon tour. Moi, je l'écoutais avec admiration. Je pense que c'était une mise en garde. Le comté de Barcelone était en guerre. Pas tant contre les Sarrasins que contre les vicomtes qui cherchaient à faire sécession et à défier la maison de Barcelone en attaquant les places fortifiées et en pillant les villages. Tout aurait pu continuer ainsi, si mon père n'avait entrepris son pèlerinage à Jérusalem. En route, il fit halte à Narbonne, chez Ponce II, le comte de Toulouse. Cette bête-là, elle était énorme. Presque de la taille d'un veau. S'il s'était douté de ce qui allait advenir, je crois que Ponce aurait chassé mon père. Je savais très bien. Aveuglé par son orgueil, il ne remarqua pas que son invité, lui, n'avait Dieu que pour sa propre épouse, Almodis de la Marche. Une gazelle. Et puis, je l'ai pisté. Berenguer était subjugué par cette femme. Et là-dessus, Et si, l'espace d'un instant, il parvenait à détourner d'elle son regard, leurs yeux se trouvaient à nouveau l'instant suivant, resserrant chaque fois un peu plus l'étreinte silencieuse de leurs âmes. L'amour est un prodige qui doit tant à Dieu qu'à Satan, mais qu'il s'agisse d'un miracle ou d'une malédiction, mon père était envoûté. Almodis était une très belle femme. Tous les témoignages sont unanimes. Et puis, elle est encore très jeune quand elle rencontre Berenguer. À peine 30 ans, et pourtant, 10 ans de vie commune avec Ponce et 4 enfants. Lorsque mon père reprit sa route, le salut de son âme le préoccupait bien moins que celui de son cœur. Et toutes ses prières ne nourrissaient qu'un espoir, revoir à nouveau cette femme qui n'était pas la sienne. Au retour, il repassa par Narbonne, mais l'accueil de Ponce fut bien plus austère qu'à l'aller. Quelque chose avait changé dans son attitude. L'arrogance avait fait place à la méfiance, au point qu'il prétexta un malaise d'Almodis pour justifier son absence. Bien qu'Almodis fût tenue à l'écart, elle parvint à faire passer discrètement un message à Berenguer dans lequel elle lui proposait un rendez-vous secret. Dès cet instant, mon père sut qu'il s'y rendrait. Le comte de Barcelone, seigneur parmi les seigneurs, allait agir comme un vulgaire conspirateur. Ses scrupules s'étaient irrémédiablement dilués dans les quelques mots de ce billet doux.
Le soir, il feignit donc de regagner ses appartements et s'empressa de rejoindre celle qui, cette nuit, allait devenir sa maîtresse. Mon père garda le silence sur son aventure, mais sa décision était prise. Il projetait d'enlever Almodis. Et Hermesande était bien trop occupé à l'exercice du pouvoir pour deviner les intrépides desseins du comte. Enlever une jeune fille, ça passerait pour de la fougue ou de la virilité, mais soustraire une épouse à son mari, alors là, c'était du sérieux. Et même si le comté de Barcelone était plus puissant que celui de Toulouse, Bérenguer prenait le risque d'humilier un allié et de déclencher une guerre. Tout ça à cause d'une femme. Les Catalans devaient rejoindre Narbonne par la mer, puis préparer une embuscade avec la complicité d'Almodis pour la ramener à Barcelone. Mais lorsque les mercenaires de Bérenguer tentèrent d'enlever la comtesse, ils tombèrent dans un piège et se firent massacrer par les archers gascons à la solde de Pons. Pour mon père, l'opération était un désastre. Quant à Almodis, elle avait définitivement perdu la confiance de son mari et était maintenue séquestrée dans ses appartements. Désespéré, mon père errait comme une âme en peine dans son palais. Oui, et nul n'aurait songé à reprocher à Pons d'avoir enfermé sa femme. Même s'il l'avait fait battre, personne n'y aurait trouvé à redire. Le rôle du mariage était de sceller les alliances politiques et celui de la femme de perpétuer les dynasties. Dès lors que sa frivolité menaçait un des fondements de l'aristocratie, Almodis ne devait pas s'attendre à beaucoup d'indulgence. Je n'ose imaginer ce qu'il serait advenu du royaume si cette situation s'était prolongée. Mais c'était compté sans la malice féminine. Almodis avait réussi à fausser compagnie à son mari. Bérenguer envoya immédiatement un détachement au secours de la comtesse avant que les hommes de Pons ne la retrouvent. Pons ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle de sa femme et d'être ainsi ridiculisé. Avant même le retour de l'expédition, mon père informa sa femme et sa grand-mère de l'arrivée imminente de celle qui allait succéder à l'une dans son lit et à l'autre sur le trône, à ses côtés. C'est ainsi qu'Almodis fit son entrée à Barcelone. Elle fut présentée à la cour comme une véritable reine, et il ne faisait aucun doute que le rôle lui convenait à merveille. J'étais fasciné par l'aura qui émanait de cette femme. Une fée me serait apparue que je n'aurais pas été si bouleversé. Autant dire qu'elle ne laissait personne indifférent. À commencer par Hermesande, qui devinait en elle une redoutable rivale. Mais le plus extraordinaire à mes yeux était l'attention qu'elle me témoignait. Almodis me parlait, me souriait, parfois même me touchait la joue ou les cheveux en riant. Pour la première fois depuis la mort de ma mère, une femme me témoignait de l'affection. Et j'avais l'impression d'exister. Le mariage d'Almodis et de Bérenguer fut célébré presque immédiatement, alors que l'un et l'autre étaient déjà mariés. Mais ce futile détail n'a pas semblé incommoder l'épiscopat méridional, plus assujetti au prince qu'à la primauté romaine. Almodis était ambitieuse et entendait bien présider à la destinée du comté. Son charisme fascinait autant Bérenguer qu'il excédait Hermesande, qui soudainement perdait toute influence sur son petit-fils, et du même coup, l'essentiel de son pouvoir. Et je connaissais suffisamment mon aïeul pour deviner qu'elle ne se laisserait pas évincer de la sorte sans réagir. En invoquant la bigamie et la condamnation formelle du divorce par l'Église, elle réclama auprès du souverain pontife l'annulation du mariage d'Almodis et de Bérenguer. Le pape invalida cette union. Il prononça l'excommunication du couple, interdisant aux amants adultères l'accès aux églises. Comment gouverner un État catholique sans être investi du pouvoir de Dieu? C'était impossible.
père aurait découvert qu'il existait entre son ex-femme et lui des relations de parenté, lui interdisant de la conserver comme épouse. Et ce serait aussi en raison d'une trop proche hérédité qu'Almodis aurait fui son mari, qui voulait la garder de force. Eh oui, et c'est à cette époque que l'Église tente d'imposer le consentement mutuel comme fondement du mariage chrétien. On peut dire que l'amour est dans l'air du temps. En invoquant la généalogie, le couple détient un argument qui permet de mettre fin au conflit, tout en préservant l'honneur des uns et des autres, à condition, bien sûr, qu'Hermesand ne s'y oppose pas. Toujours est-il qu'au début de l'année 1057, le couple et la vieille comtesse se réconcilièrent. Hermesand s'abaissa même jusqu'à faire serment de fidélité à Almodis, lui promettant d'obtenir le pardon du pape. Et moi, Hermesand, je ferai qu'avant la fête de Pâques, Victor, pape romain, lève l'excommunication qu'il a lancée contre toi, Bérenguer et Almodis, à mon instigation, pourvu que lui et moi soyons encore en vie. Je connais bien ce texte. Il démontre combien l'intervention d'Hermesand a été décisive auprès de Rome. À plus de 80 ans, elle devait être sans doute terrorisée à l'approche du jugement dernier. C'est grâce à son entremise que l'excommunication fut levée. Plus rien ne pouvait s'opposer aux ambitions d'Almodis. C'est à cette époque que son attitude envers moi commença à changer. Je ressentais qu'imperceptiblement, ses sourires étaient moins tendres et ses caresses moins chaleureuses. J'avais 12 ans. Et comme pour semer un peu plus le trouble en moi, elle m'annonça qu'elle attendait un enfant. Pour consolider sa position à Barcelone, il lui fallait donner un héritier à son mari. C'était moi l'héritier. Mais comme toutes les femmes, elle n'a de foi que dans le sang qui s'écoule entre ses cuisses. Il fallait que ça soit sa chair, que ça sorte de son ventre, comme si elle ne pouvait aimer qu'un bout d'elle-même. Son ventre grossissait de jour en jour. Plus elle s'arrondissait, plus elle avait l'air contente, et moins elle me prêtait d'attention. À la fin, elle était devenue énorme. C'était monstrueux. Puis un jour, je suis entré dans sa chambre, et je les ai vus. Chacun accroché à un sein, comme si sa vie en dépendait. Voici mes fils, Ramon. Je regardais alors, incrédule, les deux sangsues qui implacablement aspiraient ma mère. Je n'en croyais pas mes yeux. Mère, est-ce que ce sont vraiment des garçons? Ce sont des princes, Ramon. Des princes qui un jour régneront ensemble sur Barcelone. Ensemble? Mais les jumeaux n'arriveront jamais à s'entendre. Et ils finiront même par s'entretuer. Et précipiteront le comté de Barcelone dans la déchéance. Voici donc ce qu'est devenu le bel héritage des fils d'Almodis. Une terre décadente. Quelle ironie. Pourtant, durant plus de 10 ans, aux côtés de Bérenguer, elle transforma ce comté morcelé par les révoltes et ravagé par la guerre en un véritable royaume prospère et florissant. Elle faisait confiance en un gros livre vert, qu'elle ne quittait presque jamais, et dans lequel elle semblait trouver la solution à tous ses problèmes. Une sorte de grimoire celte. Gothique. Pardon? Le Liber Judicum. Un code visigothique ancien. Almodis était obsédée par les lois. Elle a travaillé sur les Utsages de Barcelona, des lois nouvelles qui rendaient les précédentes caduques. La seule chose qu'elle plaçait au-dessus des lois était le serment d'allégeance. Oui, et ça a marché. Presque tous les aristocrates ont juré fidélité au couple. L'idée d'Almodis était géniale, mais complètement paradoxale. Comment une telle femme pouvait-elle avoir foi dans une promesse de fidélité? Ne vous moquez pas. Lui faire allégeance était un véritable honneur. C'était un être visionnaire, une élue.
Bérenguer Ier, absous par le pape, était devenu le guide du peuple consacré. Et avec l'aide de Dieu, le futur conquérant de l'émirat de Tarragone. Bérenguer Ier n'a jamais conquis Tarragone. Il s'est contenté de louer les services de ses mercenaires aux émirs de la péninsule, afin qu'ils puissent se faire la guerre entre eux. Mais il est vrai qu'Almodis s'avéra une diplomate très brillante. Elle a su isoler ses adversaires, transformer ses ennemis en partenaires commerciaux qui ont enrichi le comté dans la paix plutôt que de le ruiner dans la guerre. J'ai d'ailleurs ici la transcription d'une lettre assez étonnante que lui a envoyée l'émir de Dénia et des Baléares, Ali ibn Moudid. Voilà. Que Dieu honore la célèbre et glorieuse reine Almodis. Le style est fleuri, mais il dit bien reine. J'ai écouté, ô reine glorieuse, ta louange à mon sujet et ta déclaration d'amitié et d'affection sincère. Je te rends 1000 merci pour la confirmation de cette amitié auprès du grand comte. Et lui, il n'est que comte. Que Dieu le Du conserve. talent diplomatique? De l'intrigue, oui. Autant dire un charme. Voilà l'effet qu'elle faisait aux hommes. Une séductrice. Si elle cherchait à faire la paix, ce n'était pas pour Dieu. Oh non. Mais pour l'or. La reine voulait transmettre un véritable royaume à ses fils chéris. Deux garçons arrogants, corrompus par le trop-plein d'amour de leur mère. Mais quelle vertu ont-ils donc que je n'ai point moi-même? L'adoption aussi est un serment. En obtenant ma tutelle, la reine ne me devait-elle pas amour et équité? Elle t'a pourtant donné Carcassonne. Carcassonne était une perversion pour m'éloigner d'elle, de Barcelone, et pour favoriser ses jumeaux. Devant une telle injustice, la colère éprouva ma raison durant 2 jours entiers. Puis la solution s'imposa à moi. Évidente et monstrueuse. En supprimant cette mère qui me refusait comme fils, j'avais la certitude de retrouver enfin la paix. Il fallait trouver la méthode. J'optai pour le poison. Un élixir doux, suave et mortel. Ce choix m'enchantait. Le venin était à l'image de la victime. Empoisonner sa mère. Mais on n'est pas chez les Romains. Et puis c'est un crime contre toute ta dynastie. Elle avait l'air heureuse, trônant sur son lit, en avalant par petites gorgées le filtre mortel. Elle m'invita sur le lit. Presque aussitôt, m'annonça mon départ pour Carcassonne. Alors, pour la première et unique fois de ma misérable vie, j'ai osé lui dire non. Non? Et pourquoi non? Ma mère est morte, et toi tu ne m'as jamais estimé comme ton fils. Comment oses-tu me dire une telle ineptie? Regarde-moi. Quand je suis arrivée ici, je n'étais qu'une étrangère. Et je t'assure que ça n'a pas été facile. Hermesande, la guerre, l'humiliation, l'excommunication du pape. Mais toi, tu avais l'air aussi perdu que moi. Tu étais toujours tout seul. Je crois bien que c'est pour ça que je t'ai tout de suite aimé. Pourquoi m'humilier ainsi, en me déshéritant? Tu m'abandonnes, tu me repousses. Mais tu ne comprends donc pas. Aide-moi. J'ai une douleur terrible dans le ventre. Donne-moi basse. Des poissons. Oh mon Dieu. Mais pourquoi? Je n'ai fait que te protéger. Même jusque dans la mort, tu ne sais donc que mentir? De quoi veux-tu me protéger? De qui? Tu n'es pas un guerrier, Ramon. Toi, tu es différent. Viens, approche-toi. Si je te donne Barcelone, tes frères te diront. Leur ambition est immense. À Carcassonne, tu seras à l'abri de la guerre qu'ils se livrent.
Maman, mère. Regarde-moi. Tu es différent. Dis-moi quelque chose. Parle-moi. Réponds-moi. Dis-moi quelque chose. Même un mensonge si tu veux, mais... Parle-moi encore, je t'en prie. Pour le meurtre d'Almodis, Grégoire VII t'a condamné à 24 ans d'une stricte pénitence, dont 12 sous excommunication et un pèlerinage à Jérusalem. Mais ta véritable sentence, tu préféras la prononcer toi-même. Almodis était morte en reine. C'était à moi maintenant de mourir en guerrier pour la Sainte Croisade, en serviteur de Dieu. Tu n'as fait qu'expier ton crime et Dieu n'en a été que le témoin. De toute manière, tu n'aurais pas pu lui survivre. Elle avait donné une quête à ta vie. Et toi, malheureux, tu as tué la seule femme qui t'ait jamais aimé.